Allez, on repart. Merci d'avoir été discipliné. Juste avant, pour un peu faire la liaison avec les derniers propos échangés, sur 35%, c'est déjà pas mal, et quelles sont les réalités d'engagement, je dirais, des autres tranches d'âge de notre population. On a regardé rapidement pendant la pause, mais on n'a pas exactement trouvé la statistique. Mais on ne peut que donner crédit à la dernière intervention faite, hein, sur la question des engagements par tranche d'âge, qui aujourd'hui, c'est pas forcément... Alors, les seniors s'engagent, ça on le sait, pas de problème. Bon, alors, globalement, il y a un beau taux d'engagement. Et les plus jeunes, le trou d'engagement, si on parle ainsi, et la collègue d'AnimaFac l'a exprimé, mais je le redis pour qu'on le visualise bien et on vous donnera des informations plus précises, mais il est vrai que c'est chez les actifs actuellement. Je dirais la tranche d'âge 25-30 ans, 45-50 ans, et aujourd'hui sur les études, effectivement une tranche d'âge qui, je dirais, s'engage moins que, je dirais, la question des moins de 30 ans et les plus de 50-55 ans. Hein. Maintenant, on vous communiquera des informations plus précises, mais il y a, je dirais, voilà, si on cherche à un moment où est le plus bas taux d'engagement, si c'est comme ça qu'on doit l'exprimer, c'est plutôt sur la population 30-50 ans actuellement, où, pour des raisons que tout le monde visualise bien, on peut considérer que cette partie de la population est moins engagée aujourd'hui dans la vie associative. On va désormais donc aborder la troisième partie des échanges de cette matinée, pour vous rappeler, la façon dont le collectif d'organisation a souhaité vous proposer cette journée. On va avoir pendant 1h30 maintenant un temps d'échange sur la question du numérique. Hein, c'est un mot qu'on emploie là depuis le début de la matinée, mais je pense qu'il parle différemment en fonction des uns et des autres. On est plus ou moins à l'aise par rapport à cet enjeu-là, et donc on a souhaité ce matin vous proposer un temps d'intervention sur une meilleure appropriation du vocabulaire et donc du contenu des pratiques par rapport à ça. Quand on dit le numérique, quand on dit le digital, très concrètement on dit quoi, quelles sont, je dirais, les pratiques et les usages qu'il y a derrière, et aujourd'hui comment le secteur associatif, dans ses spécificités, se positionne-t-il par rapport à ça, et quels sont les atouts et également les limites d'utilisation du numérique, ou en tous les cas les garde-fous que l'on doit avoir présents à l'esprit les uns et les autres par rapport à ça. Pour ce faire, on a deux intervenants que nous allons remercier avant même qu'ils parlent. Comme ça sera fait. Mais parce que, effectivement, dans le cadre de la préparation de cette conférence, on peut être assez convaincu de la pertinence des propos qu'ils vont nous apporter, puisqu'ils viennent avec un éclairage, je dirais, et de praticiens et un regard national sur cette question-là, ce qui est très intéressant. Donc à la fois Grégoire Barbeau, chargé de mission à la Fonda, et Geneviève Auger, membre du relais AnimaFac, et ils présenteront un petit peu plus leur organisation. Grégoire et Geneviève seront avec nous toute la journée en même temps, donc on pourra à la fois, vous pourrez discuter avec eux directement sur la conférence, mais également après, puisque, pour rappel, vers 12h45, 13h, on sera sur un temps de repas partagé sur l'équipement. Vous avez dû voir pendant la pause que ça se mettait en place tout doucement, donc on mangera ensemble. Et après, on vous invitera à aller sur le pôle animation jeunesse. Notamment à travers les technologies mobiles. Donc, bref, la communication digitale, c'est d'abord bien sûr la numérisation des supports de l'information, mais au-delà de ça, c'est aussi le fait d'envisager la communication d'une entité, donc par exemple une association, dans un écosystème entier qu'on trouve aujourd'hui sur la toile. Donc il faut penser son association dans sa communication sur le web, dans son identité, donc par exemple une association, dans un écosystème entier qu'on trouve aujourd'hui sur la toile. Donc il faut penser son association dans sa communication sur le web, dans son identité, donc par exemple une association. Voilà, la dématérialisation. La deuxième qui s'intègre dans les médias sociaux, ça va être l'interaction. Et la troisième, qu'on trouve par exemple avec les supports mobiles, c'est justement le fait d'avoir un accès permanent à l'information. Voilà, donc pour bien garder ça en tête et que ce soit bien clair, le numérique c'est la dématérialisation et le digital c'est le web comme un écosystème. Voilà. Alors, maintenant on va essayer de faire un petit focus quand même sur numérique, digital, association.
Alors quand même, je voudrais aussi redonner un petit élément intéressant de société, c'est que maintenant le numérique et le digital touche tous les éléments de tous les secteurs d'activité de nos sociétés, que ce soit santé, économie, sociale, même politique, avec les plateformes de budget participatif, de vote en ligne, d'interroger vos élus, etc. Donc ça questionne vraiment plein de dimensions de notre société. Et simplement pour vous voyez quelques éléments en tête, en ce moment les grandes réflexions sur l'analyse massive des données, le big data, justement, qui peut être collecté par les acteurs privés, les questions d'interconnexion des objets avec la santé aussi, la domotique, etc. La sécurisation des transactions, blockchain, bitcoin, etc. etc. C'est simplement pour vous évoquer que là, aujourd'hui, on va voir qu'un petit élément de ces questions numériques et digitales. Vraiment, on se focalise sur les associations. Alors, vous avez déjà eu pas mal de chiffres ce matin, donc je ne vais pas vous bombarder avec un PowerPoint. Simplement, là, je vais reprendre des chiffres tirés de l'étude de recherche et solidarité, le numérique au service du projet associatif, paru en 2016 avec ADB Solidatech. Donc, une étude qui devrait sortir très prochainement. Je crois que vous l'avez en exclusivité, je ne le dis pas trop fort. Simplement, là, je vais donner une petite dizaine de chiffres pour recontextualiser numérique et association. À l'heure actuelle, il y a environ 73% des associations qui ont leur propre site internet. En comparant par rapport à 2013, ils n'étaient que 69%. Donc on voit une petite évolution, mais une évolution quand même. Sur les réseaux sociaux, les associations sont 62% à les utiliser. Facebook, Twitter. Alors qu'en 2013, ils n'étaient que 36% pour Facebook et que 8% pour Twitter. Donc là, une grosse évolution justement sur ces réseaux digitaux. 43% utilisent des outils collaboratifs, alors qu'ils n'étaient que 22% en 2013. Alors, le terme outil collaboratif, je ne sais pas si vous êtes forcément familier avec, mais de toute façon, on va en parler après. Ça fait un petit teasing. Après, je vais juste vous redonner aussi quelques chiffres sur certaines utilisations spécifiques aussi. Il y a 8% des associations qui utilisent pour faire des formations à distance, des MOOC entre autres. Il y a 13% qui vont utiliser pour faire du don en ligne. Il y a 9% pour une application smartphone et 30% qui vont utiliser vraiment la vidéo pour faire de la communication externe. Donc voilà. Là, l'idée de ces chiffres, c'était vraiment planter un court décor des situations possibles. Et je te redonne la parole pour expliquer la suite. Pour continuer à planter le décor, on a fait un micro-trottoir sur aujourd'hui quel est le ressenti des associations Eurovillage par rapport au numérique avec le FES 98. On vous propose d'écouter 2 minutes de bande sur justement les propos des rédacteurs associatifs Eurovillage sur aujourd'hui comment ils voient le numérique et comment ils se font entreprise. À ce système de communication, ils ont sûrement peur de ne pas pouvoir maîtriser tout ce qui peut être dit. Ils sont assez réfractaires à Facebook, Twitter, tout ce qui est réseaux sociaux. Il n'y a que très peu de temps qu'on utilise vraiment les réseaux sociaux. On a un site internet qui vit tant bien que mal, parce qu'il faut le mettre à jour, etc. Et les réseaux sociaux, on a convenu de faire un test sur une activité propre du GRAP, l'espace Infodéchets, en ouvrant un compte Twitter et une page Facebook pour communiquer sur les événements que l'on fait, sur nos actions, etc. pour voir quelle action ça a, voir si ça permet de mieux nous faire connaître, si c'est pas trop lourd en temps pour gérer ces deux comptes. Et pour l'instant, a priori, ça se passe plutôt bien. D'accord. Il y avait des réticences à avoir justement ces usages-là ? De la part des salariés, pas trop, à part ce problème de savoir si c'était chronophage ou pas. De la part des administrateurs, beaucoup plus. Pourquoi ? Parce qu'ils ne voyaient pas l'utilité, tout bêtement. Ce sont des administrateurs qui ont un certain âge, qui ne sont pas forcément au courant de ce qu'est Twitter ou Facebook, qui connaissent mais un peu de loin. Donc ils ne voyaient pas quel impact ça pouvait avoir sur l'activité du GRAP, sur comment se faire connaître, etc. Et ils trouvaient que c'était un peu gadget en fait. Alors qu'au contraire, ça a une vraie portée, on commence à bien nous suivre. Ça permet aussi que nos partenaires, notamment institutionnels, qui ont un compte Twitter eux-mêmes, relayent les actions que l'on fait, etc. Donc ça permet quand même d'avoir un réseau qui s'étend petit à petit, donc c'est intéressant. Donc moi je suis conseiller Espace Info Énergie au GRAP et actuellement il y a une conférence sur le réseau des Espaces Info Énergie qui est un réseau national à Angers et ma journée était bien chargée, j'ai pas pu me rendre à Angers aujourd'hui et donc du coup je profite de la visioconférence pour écouter ce qui se passe à Angers en ce moment même.
C'est le site internet de la compagnie qui est notre outil de communication principal, et puis un site Facebook pour pouvoir communiquer plus simplement. D'accord, justement pour vous, quand on dit numérique, ça renvoie à communication? Principalement, oui. Vous avez une stratégie de communication, vous avez un public cible, c'est quelque chose que vous avez réfléchi de façon particulière? On y réfléchit, après c'est pas toujours encore très en place, mais disons qu'on a différents publics, parce qu'on a le public, celui qui vient au spectacle, et on a le public, celui qui achète les spectacles. Donc c'est deux cibles vraiment différentes, donc il faut réussir à avoir une communication qui puisse parler à chacun. C'est quelque chose que vous allez développer? On y travaille déjà depuis 1 an et demi, 2 ans, on continue, voilà, ça se fait pas toujours facilement, simplement, mais on essaie de trouver des solutions, et puis peut-être que la conférence va nous donner des outils. Et voilà, on est dans le vif. Merci aux associations qui ont accepté de répondre. On n'a pas tout remis parce qu'on avait 20 minutes de bande, mais ça permet maintenant de passer la parole à Geneviève. Oui, finalement, c'est plutôt une... Et finalement, c'est plutôt une bonne transition. 1, 2, 3 ? Ah oui, c'est bon. Alors, donc, merci pour le micro-trottoir, c'est pas mal parce qu'il y a beaucoup de notions qui y sont passées. Il y a les sites web, il y a les réseaux sociaux, il y a aussi un côté, on a un petit peu peur du digital parce que ça paraît un petit peu mystique, un peu compliqué, un peu opaque. Mais justement, l'intérêt de l'intervention qu'on va faire avec Grégoire aujourd'hui, c'est de démystifier le digital et de pouvoir vous donner des clés pour pouvoir voir en quoi le digital peut servir à vos associations. Et comment est-ce que vous pouvez vous l'approprier, vous y former, comment sélectionner les outils. Donc on va voir tout ça ce matin. Donc justement, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est que la communication digitale a énormément évolué. Enfin, disons qu'avant, elle n'existait pas beaucoup. Après, elle existait un petit peu, on a commencé à se l'approprier. Et aujourd'hui, ce que ça peut offrir à des acteurs tels que vous, ça commence à être assez énorme. Avant, être sur Internet, c'était avoir un site vitrine pour son association, éventuellement quelques PDF à télécharger avec des guides pratiques ou des petites choses comme ça. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus que ça. On peut vraiment créer de l'interaction sur la toile, on peut mener des campagnes, on peut lever des fonds, travailler en groupe plus efficacement grâce aux outils collaboratifs, on peut accéder à des outils gratuits, de graphisme, de comptabilité. Bref, c'est énorme. Les possibilités semblent totalement infinies. Bon, en vérité, c'est pas magique parce que déjà tous les outils sont pas adaptés à tout le monde. Il faut vraiment savoir les choisir, savoir que aller sur un outil c'est chronophage et que ça sert à rien de gaspiller du temps à vouloir être partout à la fois, alors que sélectionner les bons outils, ça permet d'être beaucoup plus efficace et justement de gagner du temps. Donc voilà. Et donc pour pouvoir passer en revue un petit peu tout le champ du digital par rapport à l'associatif, on va faire une présentation en 4 axes. La première, ça va être l'impact du digital sur les méthodes de gouvernance. Ensuite, on verra en quoi le digital permet de renforcer l'engagement et la mobilisation. Après, on s'attaquera à la communication externe des associations et on va finir sur l'impact du numérique sur le modèle économique des associations. Voilà pour le programme. Alors ça fait pas mal de choses pour le peu de temps. Donc on va quand même aborder, on va prendre de la hauteur sur ces questions-là. De toute façon, vous avez aussi l'après-midi pour approfondir vraiment les questions techniques, etc. Là, c'est vraiment des clés de compréhension, des grilles de lecture qu'on vous transmet. Moi, je vais essayer de vous parler de la question de la gouvernance et du digital. C'est pas forcément une thématique très répandue. C'est-à-dire pour le moment, déjà, le terme gouvernance, je vais essayer de une rapide définition, c'est à la fois la prise de décision et la mise en adéquation des actions avec cette décision-là. Donc ça englobe énormément de choses. Simplement, je vais peut-être repréciser un petit peu. Là, je vais prendre un aspect un peu prospectif, entre guillemets. Parce que, on n'a pas forcément présenté les structures, mais donc je suis de la Fonda, qui est une association qui travaille notamment sur la question de prospective associative, mais aussi de gouvernance. Et là, je vais essayer de faire un petit saut en avant sur ces questions-là. L'idée, c'est comment on peut améliorer justement la prise de décision, le partage de la prise de décision, de la communication interne pour fluidifier cette question de la gouvernance. Comment on peut justement aussi impliquer de nouvelles personnes à travers ces outils-là. Là, je vais essayer de faire lien aussi avec le temps d'avant sur les jeunes, mais notamment à travers 2 exemples. Je vais prendre 2 structures associatives qui sont Framasoft et OpenStreetMap. Pour faire très simple, Framasoft est une association qui propose des logiciels libres sur Internet.
des traitements de texte libres, des outils collaboratifs, j'en reviens après encore une fois, et plein d'autres solutions accessibles à tout le monde, simplement en se connectant sur leur site. Pas besoin de mot de passe, pas besoin d'identifiant, bref. OpenStreetMap est un site de cartographie en ligne, c'est-à-dire toutes les informations qui sont recueillies sur OpenStreetMap sont sourcées, sont envoyées par les bénévoles et contributeurs. Ça, c'est simplement pour planter un petit peu le décor et vous dire, c'est aussi des associations particulières. Ça, le numérique fait partie de leur ADN. Et je cite simplement en exemple pour vous donner des pistes de réflexion. En fait, la particularité, c'est que leur CA, leur bureau, voilà, c'est une association, donc ils sont composés classiques, AG, CA, bureau, se fait uniquement par numérique. Ce sont que des réunions virtuelles où, au final, ils mettent en place un chat. Donc, petit point d'information, s'il y a des termes techniques que vous ne comprenez pas, levez simplement la main. Voilà. Des fois, on peut se perdre dans ce genre de détails. Donc, ils vont mettre en place justement un salon numérique qui va permettre les échanges totalement dématérialisés. Donc, le cas de Framasoft, c'est que leurs bénévoles, ils sont éclatés partout en France. Il y en a à Lyon, à Lille, à Marseille. Et c'est compliqué. Ça prend du temps, ça prend de l'argent. Là, en mettant un salon en ligne, ça fluidifie tout ça. Alors, eux, ils ont un parti pris assez particulier, c'est que la gouvernance est ouverte à tout le monde aussi. Ce n'est pas restrictif, c'est-à-dire tout membre de la structure connaît l'adresse internet du salon de discussion, peut y accéder, peut participer aux échanges. Ça permet aussi d'impliquer plus de gens. Ça permet de légitimer justement le rôle du bénévole qu'on aurait du mal à inclure dans une gouvernance classique entre guillemets. Alors, ça ne veut pas dire que n'importe qui peut prendre le pas et décider sans les autres. Ça se passe justement sur du consensus. Donc, la question de la gouvernance du numérique à travers la dématérialisation oblige à repenser nos formes de prise de décision, où on passe vraiment du consensus plutôt que du vote, où ça peut prendre du temps, mais ce temps peut être fractionné. Là où on fait un CA sur 1 heure le jeudi soir, on peut faire un CA chaque soir de 1/4 d'heure pour faire avancer la thématique. Ce qui permet notamment aux jeunes, par exemple, de pouvoir s'impliquer plus facilement. Voilà, on est chez soi, on vient de rentrer du boulot, on doit s'occuper des enfants, mais en même temps, je peux donner 1/4 d'heure pour regarder ce qui se dit. Je peux donner 1/4 d'heure de mon temps pour voir comment je peux m'impliquer aussi dans les décisions de l'association pour ensuite les porter sur le terrain. Par contre, je vous rassure, il ne s'agit pas d'enlever les contacts humains. Même chez ces associations-là, le contact humain est essentiel. C'est-à-dire qu'au moins, minimum, alors, dans une structure, c'est 1 fois par an, ils se font un grand week-end où tous les contributeurs, tous les bénévoles se rassemblent et partagent vraiment un temps convivial parce que l'association, c'est quand même le contact humain et le projet avec l'autre. Donc voilà. Alors là, en termes d'outils, très simplement, ça peut être simplement des forums ouverts qu'on trouve sur Internet facilement. Ça peut être des chats IRC, donc c'est un protocole d'échange ouvert aussi à tous et normalement facilement accessible. Je crois que dans le regard de Madame devant, il y a chat IRC. Alors là, elle n'a rien compris. Normal. Et je me permets puisqu'elle n'a pas levé la main. Et en fait, c'est même pas grave. C'est-à-dire, si vous ne comprenez pas, c'est pas gênant. Moi, il y a plein de choses que je ne comprends pas en informatique et justement, c'est l'itération. On va y aller, on va comprendre petit à petit, on va prendre ce qui nous intéresse et voilà. Le chat IRC, c'est l'exemple typique. C'est un vieux protocole de langage qui existe, qui a été remplacé par d'autres, mais en tout cas, c'est quelque chose de très simple à utiliser. On se connecte, on a une adresse et on peut discuter en tapant sur la machine. IRC. Un chat CHAT. Mais vraiment pour les outils, si vous voulez, on en parle après. Voilà, surtout que Geneviève a aussi plein aussi à vous en donner. Donc voilà. Est-ce que on fait... Voilà, donc ça c'est la première partie, hein, comme Geneviève vous l'a exprimé. Cette intervention va être en 4 temps. Hein. Là, c'est la question de le numérique et la gouvernance associative. Donc avec un exemple, je dirais, voilà, où les administrateurs sont répartis et les bénévoles sont répartis à différents endroits d'un territoire. Ce territoire, là, c'est le national tel que ça a été saisi, mais ça peut être aussi une agglomération ou un département. Certains d'entre vous aujourd'hui agissent à l'échelle normande.
et donc peuvent avoir besoin d'utiliser demain le numérique, je dirais, pour tenir des réunions en ligne, afin de limiter les déplacements des différents administrateurs pour que ceux-ci participent de manière un peu effective et régulière à la vie de l'organisation. Est-ce qu'il y a dans la salle soit des questions là-dessus ou des retours d'expérience? Est-ce que certains ont déjà essayé, associations départementales ou régionales, ce type de pratique de l'usage du numérique pour faire vivre l'instance statutaire, la gouvernance telle que Grégoire l'exprime là? Ouais. On y va? On vous passe là. Je fais partie d'une association qui est nationale, les anciens appelés en Algérie contre la guerre, et donc de temps en temps, il y a des conseils d'administration qui sont en vidéoconférence. Voilà. Comment tu fais? Visioconférence. Alors, tout le monde s'est mis d'accord sur un jour et une heure, et on a des codes d'accès, et par téléphone, c'est par le téléphone. Hein. Les deux sont possibles en fait. Sur la visioconférence, on peut utiliser des outils en ligne, et on peut aussi utiliser téléphone. D'ailleurs, je rajouterais, il existe aussi des outils de vote en ligne. C'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, mais il y a certains logiciels qui permettent d'avoir des votes en temps direct. Alors, je pense à Lumio notamment, Lime Survey aussi, qui permettent à la fois un temps d'échange de façon numérique et un temps de vote aussi. Oui, donc je m'appelle Arnaud. Dans une de mes activités, on est sur la création pour la mise en place d'un garage solidaire sur l'agglomération. On a réuni plusieurs compétences autour de nous. Et on a réuni pas mal de personnes qui ont leur vie et leurs impératifs. Donc on avait pas mal de réunions. Ça devenait compliqué de se déplacer, parce qu'il y en a qui se déplacent de Lisieux, de Pont-l'Évêque, des trucs comme ça. Donc on s'était dit qu'on allait mettre en place un système de chat, et nous on agit simplement par Skype parce qu'on se connaît un peu tous et que c'est plus simple. Mais du coup ça permet d'augmenter les interactions et de développer certaines thématiques qui sont parfois un peu urgentes à traiter. Donc voilà, on travaille comme ça. Alors par contre, il y a un élément quand même intéressant, c'est qu'il faut que les gens soient volontaires et aient envie. Imposer ce genre de mode de décision numérique serait une erreur, un contresens à la démocratie interne. Alors, moi aussi, mais dans une autre association, Cannes, l'orientation Cannes. Les dernières réunions se sont passées de la sorte. On communique un numéro de téléphone, on a un code, et la réunion, au lieu de se retrouver chez les uns et les autres, membres du CA, du bureau, on a ce soir une réunion de ce type. Ça fait drôle au départ, parce qu'on ne se voit pas, il y a un petit peu d'hésitation, mais on sait. Est-ce que ça renforce la capacité à échanger? Est-ce que ça limite des échanges? Comment vous voyez la chose? Moi, j'aime bien voir, j'ai besoin de voir, moi, les visages, parce que les visages, ça exprime d'autres choses aussi. Bon, voilà, c'est une adaptation. Je trouve que c'est une réunion téléphonique, il ne faut pas que ça dure plus d'une heure et demie, par exemple. Il faut traiter des affaires urgentes, parce que c'est fatigant quand même. On ne voit pas la personne, donc ça suppose une grande attention. Après, il existe des solutions techniques pour voir les personnes de façon très simple. Là, je vais donner un outil. Ça s'appelle Framavisio, je crois. Non, Framatalk. Framatalk. Donc Frama, F-R-A-M-A et Talk comme parler. Où en fait, c'est comme Skype. C'est-à-dire, on va avoir si les gens ont le matériel nécessaire pour capter l'image, on va avoir l'image de la personne en face et il n'y a pas besoin de s'inscrire, il n'y a pas besoin d'entrer un mot de passe. Encore une fois, on clique sur un lien internet, ça nous renvoie directement sur une page où on peut voir les 4 personnes directement et faire une conférence. Alors évidemment, c'est un autre rythme, il faut que ça soit pas trop lourd, il faut que ça soit que les gens arrivent à se réguler aussi. Enfin, c'est une autre dynamique, très clairement. Oui, nous, on a utilisé la visioconférence. Pour nos réunions de bureau, vu qu'on est sur les 5 départements, il faut admettre que ça n'a pas pris du tout, dans le sens que l'association, disons, dans le conseil, si je peux dire, ce ne sont pas des perdreaux de l'année, donc ce n'étaient pas des gens qui étaient préparés à travailler avec ces outils. Hein. Donc ces outils doivent être des outils complémentaires, mais pas des outils de remplacement. Et c'est ça qu'il faut absolument bien comprendre. C'est complémentaire à notre vie associative, mais ils doivent rester complémentaires. Ce qu'on utilise aussi, forcément, c'est pour programmer les réunions sur ce qu'on appelle le Doodle. Ce qu'on utilise aussi maintenant pour les conférences,
c'est, je n'ai plus en tête le service, c'est pour pouvoir poser par SMS les questions le temps de la conférence, qui puisse s'afficher en ligne directement. Donc c'est un outil quand même qui est pas mal, ça permet de poser nos questions en même temps que la conférence se déroule. Bonjour, donc moi je m'appelle Alban. Ce que je voulais dire, déjà moi j'ai une petite question sur le micro-trottoir. C'est qu'à un moment dans le micro-trottoir, il a été dit que les salariés étaient plutôt d'accord sur un passage à des choses sur réseaux sociaux, mais qui n'étaient pas forcément partagées par les membres du conseil d'administration. Donc moi j'ai une question assez simple, parce qu'il est précisé dans le micro-trottoir de manière assez délicate que c'est parce que les gens n'ont pas forcément le même âge, mais est-ce que c'est simplement un déficit d'explication ? Parce que c'est facile de penser que des gens des fois sont cons simplement parce qu'on n'a pas correctement expliqué l'intérêt de quelque chose, ou est-ce que c'est vraiment un mur qui est réellement existant et que malgré toutes les explications, il y a toujours, à partir d'un certain âge, des gens qui restent bloqués, oui ou non, et si oui, pourquoi? Parce que c'est vrai que ça a été précisé aussi juste après dans le micro-trottoir, l'un des gros avantages désormais, c'est quasiment tout ce qui est institutionnel y est aussi, donc ça permet aussi de se faire relayer par différentes institutions et aussi différentes structures qui peuvent être nationales, départementales ou régionales sans jamais les rencontrer, même si une rencontre est toujours bien mieux. Sinon, moi, mon avis sur les réunions dématérialisées, justement, quand on parle de téléphone ou quand on parle de Skype, le gros intérêt, c'est qu'à la différence des réunions où on peut être beaucoup autour d'une table, où c'est toujours les mêmes personnes qui prennent la parole et qui n'hésitent pas à écraser volontairement ou involontairement l'intégralité des personnes autour d'une table, là, tout le monde est obligé de se réguler, de se taire et d'écouter les autres. Et je pense qu'il y a quand même beaucoup de choses qui manquent là-dessus dans le monde associatif, surtout sur des personnes qui militent depuis un certain temps. Et avoir obligation de se taire et d'écouter de temps en temps, ça peut permettre de relancer une dynamique associative, je pense. Bonjour, donc Cathy, chargée de gestion et de communication à Horizon Solidaire, qui est un réseau régional sur la coopération décentralisée et la solidarité internationale. Donc pour te répondre sur les réseaux sociaux, nous on l'a mis en place unilatéralement au niveau des salariés. On a dit on a besoin d'un Facebook, on le met en place et point barre. Et c'est vrai que ça n'a pas été compris au niveau des administrateurs pour plusieurs raisons. Une méconnaissance des réseaux sociaux. Quel est l'intérêt pour une association d'être dessus? Et après, il y a des questions, et je pense que la personne qui parlait de ça, une association, je pense que je la connais, donc ça peut être un peu comme nous, il peut y avoir des questions éthiques également. Voilà, nous, en parlant de coopération internationale, de solidarité internationale et en se battant sur un certain nombre de débats et de choix de vie, qu'est-ce qu'on va aller faire sur Facebook, par exemple? Donc voilà, il peut y avoir également ces freins éthiques qui peuvent se poser au niveau des réseaux sociaux pour certaines associations. Je me permets de répondre rapidement pour préciser qu'on va parler effectivement des réseaux sociaux un tout petit peu plus tard dans l'intervention. Donc n'hésitez pas à garder tout ce que vous avez à dire là-dessus. Pour ce moment-là, on pourra vraiment échanger sur la question. Ensuite, j'avais un exemple à donner sur quelque chose qui fonctionne très bien dans une asso qui appartient au réseau AnimaFac, c'est les jeunes écologistes qui font énormément de réunions dématérialisées via Skype et qui ont notamment, c'est très mignon, un groupe local, parce qu'en fait c'est une fédération de groupes locaux répartis sur le territoire français. Ils ont un groupe local qui s'appelle les jeunes écologistes sans frontières. C'est pour tous les jeunes qui partent 1 an ou plus à l'étranger pour un VIE, un VIA, Erasmus, n'importe quoi. Enfin peu importe, un jeune qui va partir à l'étranger pour un temps donné, mais qui peut continuer à être actif dans l'association justement grâce aux outils collaboratifs. Donc ça permet de ne pas perdre entre guillemets les gens qui, à un moment donné, s'éloignent géographiquement de l'asso dans laquelle ils sont habitués d'être investis. Voilà. Je me permets juste aussi une petite réaction sur le cas de monsieur où ça n'a pas pris. Et là, je me permettrais de faire le lien peut-être même avec la partie d'avant, sur les jeunes. C'est-à-dire que je pense que les jeunes, pour être un peu jeune, je pense être bien placé, les jeunes qui s'engagent dans les associations veulent aussi s'engager pour quelque chose de précis et être reconnus pour l'apport qu'ils peuvent apporter à la structure aussi. Dans le cas de figure où vous n'avez pas forcément à capter entre guillemets ce public jeune, le fait de les valoriser en accompagnant des personnes qui ne maîtrisent pas les outils informatiques, ça valorise aussi le jeune. Ça lui donne envie de s'impliquer, de rester, ils sont plus responsables et ça peut permettre justement aux publics qui n'ont pas l'habitude d'utiliser ça de peut-être s'acclimater petit à petit et sans violence.
C'est pas une solution miracle, ça dépend des structures, mais en tout cas, le numérique peut servir aussi de passerelle intergénérationnelle. Et je pense que c'est un aspect qui est un peu sous-estimé et qui permettrait vraiment de légitimer le public jeune dans ses connaissances, ses pratiques et avec qui il pourrait partager. Une intervention par rapport à la réponse au micro-trottoir et après on va passer à la deuxième partie. Voilà, sur le micro-trottoir, la personne que vous avez entendue représentait le GRAP, le groupement régional des associations de protection de l'environnement. Et ce qu'elle disait, c'était que les élus de l'association, il y a quelques années, ne voyaient pas l'intérêt de l'utilisation des outils numériques. Mais c'est une situation qui a évolué parce que voilà, il y a eu un dialogue entre les élus et le personnel. Et du coup, ils sont en train de mettre en place un certain nombre de choses, justement, pour utiliser les réseaux sociaux, les outils numériques d'une façon générale. Voilà. C'était juste pour apporter cette précision-là. Encore une intervention. Oui, moi, ce qui me gêne dans les outils numériques, c'est pas l'utilisation. Une fois que c'est installé, et on utilise. Ce qui m'ennuie, enfin moi j'utilise, bon je vais mettre le jeu. Ce qui m'ennuie, c'est que vous nous avez parlé par exemple de Framasoft, OpenStreetMap. L'année prochaine, vous allez nous parler d'autre chose. Ça change énormément vite. Et ça, c'est rester au courant. L'utilisation, ça va, on arrive à maîtriser 2-3 trucs, on est assez fier de soi quand on... Mais c'est se tenir au courant. Alors déjà, simplement, au niveau du point de vue matériel, dans une association, on achète un ordinateur. Alors on l'a acheté à Windows 8, puis on est passé à Windows 10, puis on va passer... Et là, c'est une course où on est très vite essoufflé, et personnellement, c'est surtout ce côté-là. Si vous voulez, c'est pour prendre l'exemple qu'on m'avait donné de la voiture. Je sais conduire ma voiture, je ne sais pas ce qu'il y a sous le moteur. Je vais passer de la C3 à un autre modèle, c'est possible, je m'adapte. Le problème, c'est que je voudrais bien trouver un bon mécano qui me donne, qui me dise, ben voilà, Et ça, je trouve que c'est une des difficultés pour se mettre aux outils modernes. Une toute petite réaction, vous avez parfaitement raison. Les outils vont très vite. Mais en même temps, il faut replacer dans le contexte. Encore une fois, on est dans une évolution très rapide. Moi, je pense que nous sommes au Far West du numérique, où on ne voit que la partie immergée de l'iceberg sur les possibilités, et les outils qui sont créés sont en permanence en évolution aussi, parce qu'on se rend compte qu'ils peuvent être améliorés. À un moment, peut-être, je pense, qu'ils vont se stabiliser et on va retrouver des bases d'interface utilisateur qu'on peut retrouver d'un outil à un autre. Là, je vous parlais des outils de Framasoft. Ils reprennent la même interface utilisateur, donc le même design, le même graphisme, les mêmes fonctionnalités, mais ils ont une autre logique derrière, collaborative. Donc, les outils maintenant ne partent plus de zéro. Il y a toujours une mise à jour en permanence, c'est vrai. Mais ça, c'est une posture de formation tout au long de la vie qui pour le numérique, est obligatoire. Sûrement. Mais en tout cas, c'est facilité aussi par maintenant une stabilité des interfaces utilisateurs qui permet de se retrouver très rapidement d'un outil à un autre si on est bien accompagné et bien formé sur ces questions-là. Mais c'est là on spoil un petit peu, on avance un peu sur la conclusion, mais c'était vraiment la question de la formation et de l'accompagnement, on va y revenir là-dessus. Une réponse très rapide pour compléter. En fait, je peux vous conseiller un site qui s'appelle le blog du modérateur. C'est un super site pour se tenir informé des nouveaux outils qui sortent de temps en temps. On y trouve aussi des fiches pratiques et des conseils pour aller sur les différents réseaux. Donc voilà, je répète, ça s'appelle le blog du modérateur. Vous le trouverez sur Google assez facilement et c'est vraiment une bonne référence pour trouver des informations et se tenir au courant des nouveautés. Et puis Geneviève va pas le faire puisqu'elle est directement concernée, mais on vous a mis dans vos pochettes un petit guide de février 2016, donc c'est l'état du Far West aujourd'hui, qui s'appelle Booster son association grâce aux outils numériques, et c'est une belle ressource. Tout le vocabulaire qu'on utilise depuis une demi-heure maintenant est repris dedans, les outils dont on a parlé sont dedans, donc ça permet aussi, au-delà de ce qu'on peut continuer à trouver sur Internet en évolution, d'avoir un support papier, je dirais, qui donne des choses. Oui, Mélanie ? Et elle est disponible en ligne sur le site d'AnimaFac au format PDF avec un autre guide qui s'appelle Éduquer au numérique également. Mais Geneviève pourra aller plus dans le détail. Merci pour ce premier temps d'échange donc sur la question du numérique et les possibilités que ça peut avoir, enfin l'impact que ça peut avoir sur la gouvernance interne. On va maintenant passer à une deuxième partie de l'échange sur le numérique et la com externe. Et je repasse la parole à Grégoire.
C'est pas comme externe. Non, je vais juste approfondir. Oui, Alors, l'engagement. Voilà, à la base, c'était sur l'engagement et la communication interne. On a déjà un peu anticipé sur la communication interne, donc j'ai passé très vite. Par contre, je vais revenir un peu sur les outils collaboratifs. Déjà en disant que le guide AnimaFac est excellent et que si vous en voulez un deuxième dans une lignée similaire, c'est un guide de l'April sur tous les logiciels libres. Alors, le principe du logiciel libre, c'est que ce n'est pas payant et qu'en théorie, il n'y a pas de rétention de vos informations par un tiers acteur. Voilà. Dans le sens... Alors, là, il faudrait que je détaille un peu, je suis désolé, j'ai ouvert une boîte de Pandore. April. C'est ça. Et il y a un guide des logiciels libres de l'April qui vous donne aussi des éléments sur vraiment très diversifiés à utiliser facilement en théorie. Je vais juste vraiment très rapidement, parce que je suis en train de monopoliser toute la parole, parler des outils collaboratifs qui sont abordés aussi dans le guide AnimaFac pour un peu apporter mon point de vue sur ces objets-là. Donc qu'est-ce qu'on parle quand on dit déjà outils collaboratifs ? Je vais prendre un exemple très concret, ça va être un PAD, ce qu'on appelle un PAD, PAD. C'est un traitement de texte collaboratif à plusieurs mains en simultané. C'est-à-dire, vous voulez écrire un texte politique, mais vous n'êtes pas dans la même salle de réunion, ou vous êtes dans la même salle de réunion, ça ne change pas. Vous voulez écrire à plusieurs mains. Ces outils permettent justement d'écrire en même temps sur un même texte. Alors, ça demande un peu de rigueur, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi, et il faut se mettre d'accord sur le fonctionnement. Alors, je vois des regards interrogateurs. Je vais essayer de prendre un exemple encore plus concret. Je suis dans une structure qui s'appelle Collectif Pouvoir d'Agir. On devait refaire un texte politique pour le projet de la structure. Une première personne a mis ce texte sur un pad en ligne. Encore une fois, c'est sur Internet. Il nous donne l'adresse à tous les membres du collectif et nous pouvons tous réagir directement sur ce texte pour éviter de faire des chaînes de mails très longues, pour éviter de faire des allers-retours en permanence. Là, il nous donne une adresse, on peut modifier le texte en direct, on voit les modifications, s'il y a une erreur, on peut revenir en arrière, il n'y a pas de souci. Et en fait, simplement, cet exemple, c'est pour illustrer la possibilité aussi pour nos structures. On fonctionne en mode projet, on fonctionne en collaboratif, avoir des outils qui permettent directement cet aspect collaboratif sans intermédiation par une personne peut faciliter encore une fois l'application des gens, mais aussi le plus grand nombre des personnes. Parce que voilà, encore une fois, je suis père de famille, j'ai pas le temps, je dois quand même réagir sur le texte politique, plutôt que de renvoyer un mail à la personne en mettant en copie le texte, etc. Je me mets sur le lien internet et je modifie directement. Après, il y aura un modérateur à la fin, donc une personne qui va accepter ou non les modifications, ça dépend. Mais en tout cas, ça permet une fluidification de l'information et du travail. Là où les allers-retours vont prendre du temps, un outil collaboratif, donc là je vais donner 2-3 noms, donc ça va être PiratePad, ça va être Framapad, ça va être Google Doc, ça va être pareil pour des tableurs en ligne. Par exemple, vous avez de la comptabilité à faire, vous pouvez aussi faire un document partagé, tous sur un même tableur et chacun remplit la partie qu'il connaît. Il n'y a pas besoin de ressusciter tout le monde, il suffit de cliquer sur le lien. Voilà, donc en fait, ce que je trouve intéressant avec ces outils-là, c'est que ça remet vraiment le collectif au cœur de la façon de travailler des structures associatives. C'était déjà le cas auparavant, je ne dis pas le contraire. Simplement, ça peut fluidifier et simplifier ce genre de tâches aussi. Et je parle beaucoup. Je vais m'arrêter là sur cette partie. Si vous avez des questions, je vous invite, on peut en discuter après, il n'y a pas de souci, mais là, je vais laisser la parole à Geneviève. Bon ben c'est parti. Dans ce cas, pour la suite, on va parler de communication externe. Donc il faut garder en tête que quand on se lance dans de la communication digitale pour son association, on fait avant tout de la communication. Avant d'être sur le web, on essaie d'abord de faire passer un message. Donc il faut revenir vraiment au basique avant de se lancer sur Facebook, faire un site internet, un blog ou n'importe quoi d'autre. Il faut d'abord fixer vraiment l'identité de son association, donc bien sûr avoir un nom, savoir décrire en une seule phrase le projet associatif, donc faire un gros travail de clarté sur sa présentation. Il faut aussi avoir une identité visuelle parce que tout est très très visuel sur internet. Donc une charte graphique, c'est un logo, c'est quelques couleurs qu'on a l'habitude d'utiliser, tout le temps les mêmes, quelques typographies aussi. Voilà, ça suffit comme base pour une identité visuelle.
Après, il faut vraiment savoir quelle cible on vise. Donc il y a bien sûr d'une part vos cibles assez naturelles, ça va être le public cible de l'association à qui vous voulez apporter une information, mais ça peut aussi être par exemple des influenceurs, et vous allez devoir adapter votre communication selon les différentes cibles. Ce qui est très pratique sur Internet, c'est qu'il y a de multiples outils, de multiples réseaux, et on ne va pas utiliser les mêmes réseaux pour toucher les mêmes personnes. Par exemple sur Facebook, on va pouvoir facilement partager de l'information au grand public, et sur Twitter ou sur LinkedIn, on va pouvoir aller viser des influenceurs. Donc voilà, on peut s'amuser. On peut avoir une visée stratégique dans sa manière d'aller sur les outils, c'est conseillé même, pour vraiment adapter son message au réseau et à la cible qu'on essaye d'atteindre à travers le réseau. Donc voilà pour les cibles. C'est très important aussi de savoir définir ses objectifs, justement, parce que voilà, si on lance une campagne sur Internet, est-ce qu'on cherche à avoir plus de notoriété? Auquel cas, on va aller sur des contenus plutôt divertissants que les gens vont avoir envie de partager. Ou alors, est-ce qu'on est plus sur une campagne de plaidoyer? Dans ce cas-là, on va plutôt être sur vraiment de l'argumentatif, faire quelque chose de très visuel avec des infographies pour faire passer un message très précis et essayer d'obtenir une action de la personne qui va venir montrer le message. Ou est-ce qu'on veut faire de la sensibilisation? Donc bref, il faut vraiment, avant de se lancer dans une campagne sur Internet, définir ses objectifs. C'est très important, sinon après ça part dans tous les sens et on perd du temps pour rien. Donc une fois qu'on a son identité, ses cibles et ses objectifs, on peut lancer le plan de communication. Et là encore, on n'oublie pas que c'est de la communication avant tout. Il faut vraiment un planning stratégique, parce que sur Internet, il se passe beaucoup de choses, bien sûr, mais la plupart de ces choses sont en réaction à l'actualité. Et si on veut avoir le plus gros impact possible, il faut vraiment se caler sur l'agenda médiatique. Donc regarder dans l'année à quel moment il se passe quoi, pour être au bon moment, enfin au moment opportun, dans la tendance des sujets qui remontent plus facilement sur les réseaux sociaux à travers le référencement et les algorithmes. Et ça, c'est une autre question que je serais ravie d'aborder avec vous aux ateliers de cet après-midi. Comment fonctionne l'algorithme Facebook. Bref. Et enfin, ce qui est très intéressant sur les réseaux, c'est qu'on peut facilement mesurer son impact. Quand on fait une campagne d'affichage, par exemple sur une zone géographique donnée, c'est difficile de savoir combien de personnes l'ont vu, combien de personnes y réagissent ou n'importe quoi d'autre. Alors que sur les réseaux sociaux, on voit combien de personnes sont venues mettre un petit j'aime sur un message, on voit combien de personnes l'ont partagé, on peut voir précisément combien de personnes l'ont vu simplement dans leur fil d'actualité. Donc ça, c'est quelque chose d'assez génial sur les réseaux sociaux, c'est qu'on peut vraiment prendre la température par rapport à une campagne. Donc si jamais vous voulez mettre un gros financement sur une campagne qui sera à la fois sur le web et sur de l'impression papier et de l'affichage, n'hésitez pas à d'abord lancer la version web pour voir quels sont les supports qui fonctionnent le mieux. C'est aussi tout l'intérêt d'Internet, hein. C'est pas grave, on a le droit de se planter parce que ça coûte pas cher et parfois ça coûte rien du tout même. Donc c'est une excellente zone d'expérimentation. Ce qu'il faut bien retenir sur la communication sur Internet, c'est qu'il faut toujours être bref et extrêmement visuel. Ça, c'est absolument capital. Donc bien retenir aussi que le but, c'est d'être au maximum partagé, parce que une parole qui sera, comment dire, si vous êtes, pas forcément, en fait, par exemple, si vous êtes sur Facebook et vous voyez une publication d'une marque, bon, vous allez donner assez peu de crédit à cette marque parce que c'est elle qui porte son propre message et bon, c'est pas très intéressant. Mais si vous voyez un de vos amis partager un contenu qui a été publié par une marque, vous allez plus facilement vous y intéresser parce que c'est comme si ça vous était recommandé par quelqu'un que vous connaissez. Donc il faut vraiment miser au maximum sur la viralité des contenus que vous allez proposer. Il faut qu'ils soient toujours formatés de manière à être simple, clair, mais surtout qui donnent envie d'être partagés. Ça, c'est très important. Après, il faut aussi se souvenir qu'il y a une très très forte concurrence sur Internet. C'est rare que vous soyez tout seul sur un sujet, donc il faut absolument penser à se différencier, apporter un petit supplément d'âme, un axe, quelque chose qui n'est pas déjà exploré par ailleurs, pour pouvoir vraiment proposer quelque chose d'unique. Pour faire un tour rapide, très très rapide, des réseaux les plus connus, les plus à la mode et sur lesquels je vous conseille d'aller assez rapidement, parce qu'il y en a plein, hein, c'est infini. Mais dans les plus grands, très connus, il y a bien sûr Facebook, qui sert principalement à créer une communauté autour d'un projet, à créer du dialogue, à fédérer et à gagner en notoriété. Pour y aller, je vous conseille surtout d'attaquer à travers les images, hein, c'est ce qui est le plus partagé sur Facebook. Ensuite, il y a Twitter, qui est aussi très bon pour la notoriété, bien sûr, parce qu'avec le système des hashtags, donc c'est des mots-clés, vous pouvez très facilement remonter dans les fils d'actualité que verront les utilisateurs, pour peu que vous parliez de la bonne chose au bon moment. Donc toujours, voilà, rester très en lien avec l'actualité. C'est aussi un réseau social qui, comme vous pouvez
taguer des personnalités dedans, rentrer directement en contact avec des influenceurs, des gens que vous ne pourriez pas croiser dans la vie de tous les jours, avec qui vous ne pourriez pas forcément taper sur l'épaule pour dire « Hey, j'ai une mission de plaidoyer pour toi, j'ai quelque chose à te dire, je voudrais que tu portes ton message », et bien ça, Twitter vous le permet. Donc ça, c'est pas mal. Et ensuite, par exemple, il y a aussi YouTube, très utilisé par pas mal d'associations qui vont sur le web. Ça sert par exemple à développer son discours, à l'exposer de manière un petit peu plus longue, parce que autant sur la plupart des réseaux, on utilise essentiellement des très courts textes et des images pour être le plus clair et le plus concis possible, parce que le temps d'attention de quelqu'un sur ce type de contenu est assez court. Autant une vidéo de 2 minutes, ça va, ça reste assez court pour une vidéo, mais en 2 minutes, on peut en dire beaucoup plus que sur une image ou un petit texte. Donc c'est très intéressant d'utiliser différents types de contenus, de varier, passer de l'image au texte à la vidéo, varier la manière dont on diffuse son message pour pouvoir le faire de manière plus ou moins complète et extensive. Après, il ne faut surtout pas vouloir aller partout, parce que selon la taille de l'association, selon les moyens qu'on peut donner, selon aussi les messages qu'on veut diffuser, ça ne sert à rien. Typiquement, sur les différentes choses que j'ai citées, si jamais vous n'avez pas les moyens d'avoir un site internet parce que ça prendrait trop de temps à entretenir, si vous n'avez pas les moyens d'aller sur YouTube parce que ça prendrait trop de temps de mettre les vidéos en ligne, etc., en fait, la plupart de ces fonctionnalités existent sur Facebook. Pour pas mal de petites associations, avoir une page Facebook, ça peut remplacer un site internet. Sur Facebook, on peut aussi publier directement des vidéos. Donc voilà, il faut vraiment... J'y reviens, hein. Savoir quelles sont vos cibles, savoir quels sont vos objectifs, et à partir de là, sélectionner les outils qui seront les plus intéressants pour vous. Je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus avant de passer à la suite. J'ai endormi tout le monde. Bon, désolé, c'était un peu rapide. S'il n'y a pas de questions, je profite d'avoir peut-être un tout petit peu de temps en plus pour vous donner un dernier petit conseil par rapport aux réseaux sociaux. Mais je vous rappelle que cet après-midi, je vais faire un atelier sur quel type de contenu on met sur les réseaux sociaux. Donc si vous voulez, voilà, c'est un petit teasing, vous pouvez venir en parler de manière plus concrète dans l'après-midi. Juste pour vous dire qu'on fait 4 types d'actions sur les réseaux sociaux. La première, c'est informer. Donc voilà, on cherche à diffuser une information, soit sur son association, soit sur son action, soit sur l'actualité. Ensuite, on cherche à divertir. Justement pour pouvoir proposer des contenus qui sont faciles qu'on peut donner facilement envie de partager. Ensuite, on cherche à interagir justement pour créer une connexion avec le public, rendre son projet plus concret, renforcer la proximité avec les utilisateurs des réseaux. Et la dernière action, c'est convertir. Donc soit en clic, en abonnement, en signature sur une pétition, en ce que vous voulez. Donc je vais vous répéter ces 4 actions qu'il faut absolument garder en tête quand vous allez sur les réseaux. Dans l'ordre? Pas forcément, non. Donc la première, c'est informer, la deuxième, c'est divertir, interagir et convertir. Voilà, c'est ça qu'on fait sur les réseaux. En fait, on ne fait rien d'autre. Donc du moment que vous êtes capable de dire, par rapport à un contenu que vous vous apprêtez à partager, quelle est l'action qui va avec, c'est bon, c'est que le message va être assez clair. Voilà. Je vous entends parler, vous avez des questions, je le sais, je vous écoute. Christian Sébir, Association Les Vikings en 911. Nous avons des services civiques qui vont intervenir cet après-midi, d'ailleurs, pour nous aider sur la communication. J'ai un problème. Il y a besoin d'un code, par exemple, pour pouvoir intervenir et publier sur Facebook, par exemple, ou sur Twitter. Et donc, comment faites-vous? Quel est le conseil que vous pourriez donner? Parce que ce code, il n'y en a qu'un qui l'a, c'est bien ça. S'il est trop partagé, tout le monde peut intervenir et ça peut partir en vrille. Comment faites-vous? Quelle est la solution? Qu'est-ce que vous nous préconisez? Est-ce que c'est clair, ma question? Alors, effectivement, la question des codes est une grande question parce qu'on ne sait jamais qui les a écrits, comment est-ce qu'on fait dans une passation entre 2 différents bureaux pour une association pour ne pas perdre les codes au milieu. Le plus simple, ça reste quand même d'avoir un fichier quelque part, soit qu'on partage sur un drive par exemple. Donc, qu'est-ce qu'un drive? Je peux peut-être te passer le micro pour ça. Non. Simplement, le drive, c'est un espace dématérialisé de stockage. Vous mettez un PDF, un document numérique sur un espace qui sera stocké sur le réseau. Donc c'est plus facile pour y accéder, c'est un espace vraiment stockage centralisé qui permet de retrouver facilement vos petits.
Voilà, donc ça permet notamment de ne pas perdre certains documents très importants, dont une page sur laquelle on récapitule tous les codes. Mais oui. Oui. Mais exactement. C'est avant tout une question de confiance et de modération. C'est-à-dire que quand on met les choses sur Internet, alors j'utilisais un terme un peu technique, il n'y a pas que des trolls. Qu'est-ce qu'un troll? Un troll, c'est quelqu'un qui veut justement pourrir ce qui se passe sur les réseaux, mettre des commentaires négatifs volontairement pour provoquer. Si vous donnez vos codes à quelqu'un de votre association ou quelqu'un qui l'a fait, forcément, il se retrouve un moment dans le projet de votre structure. Ce n'est pas quelqu'un de néfaste, de négatif. Tout ouvrir ne veut pas dire qu'il n'y a pas de régulation. Vous êtes toujours en mesure, s'il y a un abus, de corriger après. Vouloir tout cloisonner, c'est compréhensible. On ne veut pas que son information soit détournée, on ne veut pas qu'on fasse n'importe quoi, mais en même temps, on a toujours un droit de regard. C'est très rare, je connais pas de cas de figure, moi, dans mon entourage, où quelqu'un, justement, s'est emparé du truc pour faire n'importe quoi et les gens n'ont rien pu faire. Soit vous dites qu'il y a 3-4 personnes qui ont le code, qui peuvent modérer et la modération se fera naturellement, soit, en effet, vous fermez et il n'y a qu'une seule personne qui poste, mais ça demandera plus de travail pour cette personne. Alors, et aussi, je voudrais bien un deuxième micro si c'est possible. Bonjour à tous, Henrik pour l'association Capsport. Et nous, au sein de l'association, du coup, on utilise ces outils-là. Et par exemple, pour une page Facebook, il existe des rôles. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un administrateur qui possède tous les droits sur la page et des rédacteurs qui vont pouvoir seulement publier un article ou modifier un article. Donc sur Facebook, ça existe. Sur Twitter, j'y suis pas, donc je ne sais pas. Sur les sites internet, ça dépend comment ils ont été construits et avec quoi. S'ils ont été construits avec des outils ouverts du type WordPress, si ça parle à certains, ou Joomla, il existe aussi des rôles. Donc un administrateur qui détient les codes et après différents rédacteurs, modérateurs, etc. Alors sur Facebook, moi je ne savais pas, parce que je suis très mauvais sur Facebook, mais sur les sites internet, c'est quasiment tous, ils ont cette fonctionnalité-là, en effet, de différents statuts de contributeurs. Pareil, je vais faire un peu d'autopromo. Cet après-midi, je serai aussi aux pages où on pourra, si vous avez des questions, approfondir ces questions. Merci. C'est de la formation. Est-ce qu'il y a encore des questions ou est-ce qu'on passe à l'impact du numérique sur l'économie de vos associations ? Donc, je suis Virginie, je suis à la Voix des femmes depuis quelques années. Je suis aussi la l'administratrice de la page Facebook de la Voix des femmes. C'est moi qui l'ai créée donc il y a 3 ans maintenant, facilement. Donc, par contre, je suis seule à l'alimenter pour l'instant. Bon, ça viendra peut-être qu'il y ait d'autres rédactrices sur la page. Donc, pour l'instant, c'est moi qui ai lancé la partie numérique de l'association avec l'aval je fais partie du conseil d'administration aussi. Donc, j'ai eu l'aval de mes collègues juste pour faire mon expérience. Ok. Bon, merci beaucoup. Du coup, on passe à l'impact du numérique sur l'économie d'une association.
Donc comme je l'ai déjà expliqué plus tôt, ce qui est bien avec la communication en ligne, c'est que c'est pas cher et qu'on peut surtout expérimenter beaucoup de choses pour voilà, enfin, quitte à pas payer pour communiquer sur telle ou telle chose, autant voir quel impact ça a en ligne avant de tenter d'utiliser le même message dans le monde concret et réel avec des supports qui sont payants pour le coup. Après, en termes d'économie, il y a aussi énormément d'outils gratuits qu'on peut trouver en ligne. Par exemple, je vous expliquais plus tôt que pour intervenir sur les réseaux sociaux, l'idéal c'était l'image. Donc voilà, avoir de belles images bien faites qui expliquent éventuellement vos idées. Pour ça, vous avez des tas d'applications gratuites en ligne pour créer des infographies. Donc vous pouvez prendre un rapport ou un sondage que vous avez fait avec votre association et en créer des images. Donc dans ces outils, on a, je vais vous donner les noms rapidement, je pourrais vous les réécrire après la conférence si vous voulez. Infogrames, Easily, Visually, tout ça c'est des applications gratuites qui vous permettent de manière très très simple et très intuitive de mettre en forme des idées un peu complexes sous forme de dessin. Avec... Oui ? D'accord. Bon, bah, je vais vous les épeler. Hein. Infogrames, infogr.am. Je vais vous en donner un deuxième, Easily, ça s'écrit EASEL.LY. Mais sinon, en fait, de manière générale, allez sur Google, tapez outils gratuits et puis l'outil que vous cherchez. Ça peut être n'importe quoi, outils gratuits infographie, outils gratuits comptabilité, outils gratuits édition d'images. Et vous allez trouver des tonnes d'outils gratuits très très bien. Et c'est là où Google nous sauve. Hein. Il y a le référencement qui est fait par algorithme, qui fait que les sites qui sont les plus appréciés par les utilisateurs remontent naturellement dans les recherches. Donc, vous inquiétez pas, c'est très facile de trouver des outils. Donc voilà, je viens de vous donner quelques exemples. Donc on peut faire des infographies de manière totalement gratuite. On peut aller sur des banques d'images pour trouver des jolies images pour illustrer vos sites internet ou des articles ou ce que vous voulez avec des banques où toutes les images sont libres de droit. Il y a des outils d'édition d'images, par exemple si vous ne savez pas utiliser Photoshop mais que vous voulez que les images de votre dernière réunion soient jolies avant de les diffuser à vos militants, vous pouvez voilà, utiliser des outils d'édition d'images en ligne. Vous pouvez aussi créer votre propre site internet si vous n'avez pas assez de trésorerie pour financer un développeur qui va vous créer un site internet de A à Z. Vous pouvez passer par WordPress ou Wix pour créer vous-même un site à moindre frais. Ou même Asso Connect, en fait, qui est spécialisé dans les sites internet pour les associations. Ou Hello Asso aussi. D'accord. Voilà. WIX. Il y a aussi des outils de comptabilité, par exemple le compta.com, qui est un outil gratuit pour faire sa compta en ligne. Donc voilà, il y a une infinité de possibilités sur les outils gratuits qui vous permettront d'une part faire des économies, d'autre part accéder à des services que vous n'auriez pas forcément pu vous payer d'ordinaire dans le monde réel. Mais il y a aussi, et ça vous intéressera sans doute beaucoup, de nouvelles possibilités de financement. Outre le fait de faire des économies avec Internet, on peut gagner de l'argent. Donc par exemple, sur le site de vos associations, vous pouvez mettre une boutique en ligne. Et là, pareil, il y a des applications très simples. Il suffit de rajouter ce qu'on appelle un widget, mais c'est juste une application, un widget, sur votre site Internet pour permettre aux gens d'acheter, par exemple, un tote bag estampillé avec le logo de votre association, ou des badges, ou des affiches, voilà, des petites choses qui vous permettront de vous financer sans avoir à venir tenir un stand pendant une journée sur tel ou tel événement pour vendre des choses. Juste que vos produits soient accessibles même à minuit un dimanche soir si quelqu'un a envie d'aider votre association financièrement. Vous pouvez aussi rajouter des petites applications pour faire des dons en ligne. Donc voilà, quelqu'un se promène sur votre site, il va voir immédiatement qu'il peut faire un don juste en prenant sa carte de crédit dans son petit portefeuille qui est resté sur le canapé de son salon. Enfin voilà, ça permet aux gens d'avoir un accès direct à votre asso et pouvoir faire des dons beaucoup plus facilement. Et après, il y a un autre élément un peu à la mode, mais qui mérite d'être à la mode parce que c'est très intéressant pour des assos, c'est le crowdfunding. En français, le financement participatif. C'est mieux dans sa version française, hein. On se sent mieux. Donc en fait, c'est des internautes qui vont pouvoir venir financer un projet
à travers des plateformes. Donc les plateformes de financement participatif, il y en a qui sont plus ou moins connues. Dans les plus connues, il y a KissKissBankBank, ça vous parle peut-être ce nom. Il y a Quickstarter, il y a Ulule, donc voilà pour les 3 plus connus. Je reviendrai après sur comment est-ce qu'on fait pour choisir. Dans l'économie sociale et solidaire, il y a Rizuka qui est pas mal aussi. Voilà, désolé. Après, il y a aussi Goteo qui est une plateforme de crowdfunding international axée sur des actions sur les biens communs. Voilà, c'est aussi un petit aspect. Et Eloasso, dans une certaine mesure, est une forme de crowdfunding aussi. Merci. Parce que, donc voilà, là aussi, il y a un choix démentiel sur les plateformes de crowdfunding. Donc, l'essentiel, à chaque fois qu'on parle d'outils numériques, c'est d'abord de prendre le temps, vraiment, c'est important, de sélectionner la bonne plateforme et le bon outil. Ça sert vraiment à rien d'aller partout à la fois. Donc, l'intérêt du financement participatif, d'une part, c'est de limiter les risques financiers. Si vous avez un projet, disons, si vous voulez organiser un concert, par exemple, ça va entraîner certains frais. Au lieu d'aller voir la banque et de faire un prêt pour pouvoir organiser cet événement, et donc du coup devoir le rembourser même si jamais l'événement ne fonctionne pas, c'est beaucoup moins risqué de lancer une campagne de financement participatif, parce que dans ce cas, on peut se dire que si jamais la campagne fonctionne et que les gens sont intéressés par le projet et veulent qu'il se réalise, ils vont donner de l'argent. Et donc on est a priori assuré d'avoir des gens qui viennent, puisque ça a été un test de voir si ça intéressait les gens ou pas. Et si jamais la campagne ne fonctionne pas et qu'on ne récupère pas l'argent, du coup on ne fait pas le projet, mais ça permet au moins de ne pas avoir après un prêt à rembourser pour un projet qui finalement n'a pas fonctionné. Donc voilà, ça limite vraiment les risques financiers. Ensuite, ça peut aussi être vu comme une avance de trésorerie. Il y a souvent, il y a certaines subventions qu'on arrive à récupérer qu'après qu'un événement soit passé. Alors que là, justement, avec le financement participatif, on peut récupérer les sous avant d'organiser l'événement. Et c'est beaucoup plus pratique. Et ça permet aussi de créer une communauté autour de son association, parce que lancer une campagne de financement participatif, en soi, c'est déjà une campagne de communication. Et donc, en cherchant à encourager les gens à venir donner pour un projet précis, on va en profiter pour créer de l'actualité autour de notre association et permettre à des gens qui n'en auraient pas entendu parler sinon d'en entendre parler. Je vais peut-être vous laisser poser quelques questions si vous en avez. Faire un petit temps d'échange. Oui, Grégoire. Simplement, il faut préciser que ce sont des outils de financement complémentaires. Ça ne pourra jamais remplacer le fonds, le principal. Ça questionne aussi la place des collectivités et de l'État sur le financement des associations, etc. On est d'accord, c'est un complément. Voilà. Merci pour cet apport. Donc voilà, Geneviève vient de vous lister toute une série d'outils. Est-ce qu'il y a soit des questions par rapport aux outils cités ou des retours d'expérience? On a parlé de crowdfunding. Je sais qu'un certain nombre d'entre vous ont déjà fait ce type de démarche, avec plus ou moins de succès. Voilà. Est-ce qu'il y a des... Oui. Donc moi, c'est une question sur le sujet du crowdfunding. Parce que ça m'intéresse d'une manière générale, et cette question du choix efficace de la plateforme sur laquelle on va agir, quels sont les critères en fait qui permettent de déterminer vers quelle plateforme on va s'orienter? Oui, alors pour choisir une plateforme, l'important c'est essayer de voir quel est le type de public qui va sur cette plateforme et quel est le type de projets qui sont financés via cette plateforme. Par exemple, parmi ceux que j'ai mentionnés tout à l'heure, il y a Quickstarter, que je vous déconseille totalement. C'est la plateforme, c'est une des plateformes les plus énormes en termes de financement participatif qui existe au monde. Seulement, voilà, c'est principalement présent dans le monde anglo-saxon. Donc vous, ça vous intéresse pas. Si vous voulez faire une campagne, ça sert à rien de partir sur la plus grosse plateforme qui existe au monde si elle ne touche pas votre public cible. Par exemple, pour des projets qui seraient plus à vocation culturelle ou des films documentaires ou voilà, tout ce qui aurait rapport à l'audiovisuel ou au culturel, KissKissBankBank est totalement adapté parce que c'est typiquement la plateforme sur laquelle ce type de projets sont financés. Ça veut dire que toute la communauté qui gravite autour de KissKissBankBank a l'habitude de donner des sous pour ce type de projet parce que ça les intéresse fondamentalement. Donc je vous conseillerais cette plateforme
plateforme. Si jamais vous voulez lancer demain une marque de mode éthique, par exemple des baskets fabriquées en commerce équitable, imaginons, je vous conseillerais d'aller sur Ulule, parce que c'est typiquement la plateforme sur laquelle il y a plein de marques éthiques qui se sont lancées, parce que c'est un public majoritairement écolo et féminin qui va avoir tendance à aider ce type de projet. Donc avant de choisir une plateforme, menez une petite enquête sur l'ensemble des plateformes à disposition pour voir sur quelle plateforme vous êtes le plus à même de trouver le public qui pourrait être intéressé par votre projet. Plusieurs dizaines, oui. Plusieurs dizaines. Ouais. En termes de plateforme, j'ajouterais la plateforme Tipeee, qui est un peu moins connue, qui est francophone, il me semble, sur les projets visuels aussi et vidéo. Voilà, Tipeee. Je ne sais plus. Normalement, on trouve rapidement dessus. D'autres interventions, demandes de précision, retour d'expérience dans la matière, de bonnes ou de mauvaises, c'est ça qui est intéressant sur ce type de rencontre. Non ? Oui, Mélanie. Et puis Oui, moi j'ai juste une question par rapport à l'idée de boutique en ligne. Ça pose pas de problème par rapport aux impôts, par exemple, quand on est des associations non assujetties à la TVA, le fait d'avoir une boutique en ligne, c'est pas un petit peu, du coup, on tombe pas dans le commercial ? En fait, du coup, ça relève du même système que si jamais vous vendez... Enfin, tout ce que vous pourriez être amené à vendre sur un stand, c'est pareil si vous le vendez sur un stand ou sur une boutique en ligne. Je ne sais plus précisément quel est le pourcentage de... Si ça représente juste une page sur l'intégralité d'un site, je pense pas que ce soit agressif, quoi. Enfin, c'est vraiment. Ça peut par exemple être mis sur la même page que si on met un petit laïus sur ce serait sympa de faire un don pour telle et telle raison et un petit lien vers le formulaire pour faire un don. Sur la même page, on peut aussi mettre 2-3 goodies qu'on peut acheter pour soutenir l'association. C'est pas forcément être dans une démarche commerciale, c'est surtout proposer une manière un peu sympa à des gens de participer financièrement au projet, parce que parfois c'est plus encourageant s'il y a un petit quelque chose de matériel à récupérer à la fin. Bon, oui, je voudrais rajouter une question quand même, parce que le point 3, impact du numérique sur l'économie, ça peut toucher toutes les associations. Le point 2, communication digitale, ça peut aussi toucher toutes les associations. Par contre, par rapport à la gouvernance, je suis étonné qu'on n'ait pas abordé le problème de tous ceux qui n'ont pas Internet dans une association. Et nous, on rencontre un certain nombre de difficultés. On ventile à tous ceux qui ont une adresse Internet ou peuvent accéder aux réseaux sociaux. Mais il y a quand même, faut pas non plus oublier ceux qui sont privés pour l'instant, pour des raisons X ou Y, que ce soit une histoire de compétences, une histoire de finances, une histoire de toutes sortes. Voilà. Et je pense que ça serait intéressant dans notre travail d'aujourd'hui d'aborder aussi cette question-là. Et ceux qui n'ont pas Internet, quoi. Surtout par rapport à la gouvernance. Alors, vous avez parfaitement raison, et c'est pour ça que dès le propos introductif, j'ai dit on fait un petit saut de prospective. On suppose que déjà la fracture numérique a réussi à être réduite, parce que la fracture numérique existe, elle est réelle. Il y a des acteurs publics aussi qui aident à réduire cette fracture numérique en mettant des lieux, ressources et de formation pour le grand public. Évidemment, en disant ça, son nom m'échappe.
Mais par contre, la question de la gouvernance touche toutes les structures associatives. Là, l'idée n'était pas de faire que toutes les structures associatives passent à une gouvernance numérique, mais plutôt donner des pistes de réflexion pour améliorer certains systèmes. Le numérique exclut ceux qui n'ont pas accès, ceux qui n'ont pas les connaissances, ceux qui ne veulent pas acquérir les connaissances aussi, ça les exclut d'office, c'est vrai. Mais il faut avoir conscience. Et encore une fois, je pense que notre intervention était vraiment sur le numérique et le digital est un outil. Il faut vraiment le concevoir comme un outil et pas une finitude. C'est pas ça qui va révolutionner la structure. C'est simplement un outil. Avant qu'on passe à la dernière partie de la conférence, est-ce qu'il y a d'autres demandes de prise de propos ? Est-ce qu'il existe un site qui présente toutes ces plateformes et les analyses, etc. Donc, quant au public, tout à l'heure vous en avez déconseillé une, j'ai d'ailleurs pas saisi le nom, j'ai saisi les autres, mais pas celle-ci. Ah oui, d'accord. Voilà. Alors, je n'ai pas un site précis à vous conseiller qui analyserait l'intégralité des plateformes et des applications disponibles en ligne. Je crains que ça n'existe pas. Mais par exemple, sur le site d'AnimaFac, on a un guide pratique que vous avez d'ailleurs dans les petits sachets qui vont être donnés au début de la conférence, dans laquelle sont répertoriés énormément d'outils qu'on décortique, qu'on explique en quoi ça apporte quelque chose à une asso, pour quel type d'asso c'est conseillé. Donc déjà, je vous encourage à feuilleter ce guide. Il y a beaucoup d'outils qui y sont énumérés. Il est aussi disponible en PDF en ligne si vous voulez le diffuser à d'autres personnes que ça pourrait intéresser. Après, oui, je citais tout à l'heure le blog du modérateur qui est un bon endroit où trouver de l'information par rapport à ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Mais après, je vais passer le micro à mon collègue qui a peut-être d'autres endroits d'information à vous conseiller. Je ne suis pas sûr, parce que voilà, très clairement, la question de crowdfunding ne sont pas ma spécialité non plus. Il me semble que Societality doit référencer ces questions de crowdfunding. Il me semble, à vérifier, hein, mais Societality, avec un Y à la fin. Après, c'est très tendance depuis quelques temps de faire des top 10 de tout et n'importe quoi sur Internet. C'est un type d'article qui s'appelle des listicles. N'hésitez pas à en faire pour vos associations. C'est sympa de lister 10 points de n'importe quel sujet. C'est très facile à partager sur les réseaux sociaux. Mais bref, il y a des gens qui sont amusés à en faire sur des outils. Par exemple, si vous voulez savoir quels outils utiliser pour éditer des images, par exemple, vous pouvez taper sur Google le top 10 outils édition d'images et vous allez tomber sur des articles où on vous liste un certain nombre d'outils, leurs avantages, leurs inconvénients. Donc il y a beaucoup de personnes qui sont amusées à faire des petites études comparatives sur certains types d'outils. Donc c'est vraiment au cas par cas. Il n'y a pas une seule plateforme qui va avoir fait des critiques sur l'intégralité des outils disponibles. Mais par contre, secteur par secteur, vous pouvez trouver des articles assez facilement. Alors pour finir sur le crowdfunding, c'est de vagues mémoires de loin. Je crois qu'il y a la plateforme Alloprod qui va répertorier l'essentiel des plateformes de crowdfunding. Il y a financementparticipatif.org, quelque chose comme ça. Pareil, qui est un site de référence. Et après, Horizon Solidaire et les autres réseaux régionaux dans d'autres régions ont travaillé la question. Donc sur notre site, tout n'est pas encore en ligne, mais ça va être le cas. On va mettre les études qui ont été faites sur les financements participatifs. Donc c'est à la base plutôt dédié aux acteurs de la coopération et de la solidarité internationale. Néanmoins, sur la méthodo et ce genre de choses, vous allez quand même pouvoir retrouver des repères utiles. Et pareil, sur le choix des plateformes, faites attention aux taux, c'est entre 7 et 13%, donc regardez les taux. Et puis, regardez l'accompagnement. Certaines plateformes proposent aussi un accompagnement sur la rédaction du projet, sur comment communiquer, etc. Donc voilà, pour le choix de la plateforme, c'est aussi des choses à regarder. Merci. Je vous propose qu'on passe au dernier temps de notre matinée d'échange avec les propos conclusifs de la part de nos intervenants. Alors, vraiment, là, on va aussi, c'est ce qu'on disait au début, on va faire pédagogique, on va répéter.
Le numérique est un outil, il faut vraiment penser son utilisation. Si on utilise du Facebook pour ramasser une campagne de financement, c'est pas le plus adapté. Il faut vraiment réfléchir à chaque fois. C'est comme si on essayait de visser avec un marteau, ça marchera pas. Le numérique, c'est pareil. Il faut se mettre dans la même idée que ce n'est pas magique, ce n'est pas neutre. En plus d'utiliser certains outils, vous avez pu voir que des fois, j'ai essayé de compléter sur des noms de logiciels. Certains logiciels ne sont pas neutres non plus. Je ne vais pas rentrer dans le débat, ça pourrait être très long, mais les logiciels propriétaires et les logiciels libres sont deux philosophies différentes. Dans un cas de figure, le logiciel propriétaire, il va falloir payer l'accès et les données qu'on va laisser dessus vont pouvoir être utilisées à d'autres fins. En théorie, les logiciels libres permettent d'accéder librement sans qu'il y ait une captation des données non plus. Je pense qu'en tant qu'acteur associatif, c'est intéressant aussi de se poser ces questions idéologiques de quel outil on utilise pour nos actions. Là, je ne fais pas une promotion du logiciel libre parce que ce n'est pas parfait, il y a des failles, c'est moins simple, etc. Mais en tout cas, il faut déjà avoir cette réflexion sur l'outil qu'on utilise. Et encore une fois, cette réflexion idéologique en plus de cible, public, moyen, temps alloué. Deuxième point que j'aimerais bien partager, c'est ça prend du temps. Ça prend du temps en amont et en aval. Donc ça prend du temps pour identifier le bon outil, pour former ses administrateurs, former ses salariés, mettre tout le monde au niveau. Et ensuite, ça prend du temps même après pour faire vivre l'outil. Tout à l'heure, je faisais une grimace quand madame disait on a appris l'outil, on l'utilise maintenant. Et bien, c'est pas tout le temps le cas. Dans des structures associatives dans lesquelles je suis, on a essayé de mettre en place des outils, alors notamment, là je veux dire, de gestion de projet, Trello, c'est-à-dire tout le monde peut voir où en est le projet à n'importe quel moment et tout le monde peut mettre son actualité. On avait mis ça en place et en fait, les gens savaient l'utiliser, mais on n'a pas pris de rythme. On ne l'a pas utilisé et au bout de 2 semaines, il s'est arrêté. Donc en fait, il y a aussi un travail après en aval pour inciter les gens à l'utiliser, à faire pas du service après-vente, mais de l'accompagnement vraiment et de la formation sur ceux qui auraient des difficultés et qu'il faudrait mettre quand même accompagner dans ces démarches-là. C'est vraiment pas un outil magique. Il faut arrêter avec cette idée-là. C'est très intéressant, ça a plein d'avantages, mais ça demande du temps. Il faut le penser, il faut l'intégrer dans sa stratégie aussi associative. Alors, c'était assez complet. Ah bon. Non, mais ok, très bien. Sur ces mêmes, en fait, c'est plus des bonnes règles à appliquer que j'essaye de partager. Il ne faut pas non plus tout changer d'un coup. Ça prend du temps, comme on vient de l'expliquer, et vouloir révolutionner totalement la structure associative en mettant en place du Facebook, du Twitter, du crowdfunding, un nouveau site, ça risque juste de mettre en péril la structure. Il faut se donner le temps, il faut se donner les moyens, et ça, c'est un outil après l'autre. C'est comme dans la vraie vie, on ne peut pas tout assimiler d'un coup. On ne peut pas apprendre à conduire un avion, une voiture, un bateau en même temps. C'est le même principe. C'est des techniques différentes, c'est des mécanismes différents, et ça serait dangereux pour une structure de devoir révolutionner totalement son mode de fonctionnement. Là, c'est simplement des éléments à intégrer au cours de l'existence de la structure, de ces différents cycles de vie. Le dernier point que j'aimerais aborder, c'est on a le droit à l'erreur. En fait, c'est pas grave. C'est du numérique. On peut se tromper, on peut tester un outil, se dire « Ok, c'est pas le bon, on s'est planté, il n'a pas pris, et ben on va recommencer plus tard. » On maîtrise pas tous ces outils-là. Et encore une fois, c'est pas grave. Pour moi, je considère qu'on est au Far West, que ces outils vont évoluer, que nos pratiques de ces outils vont aussi évoluer. Et il faut y aller de façon décomplexée. C'est pas parce qu'on s'est planté sur un projet numérique qu'on va se planter sur un autre. Voilà, il faut vraiment y aller comme un outil. Et cet outil-là n'a pas marché, on va le réessayer plus tard et peut-être que ça va marcher. En résumé, donc, le numérique et le digital offre d'énormes possibilités aux associations et il y a un bénéfice certain à sélectionner les bons outils et à y former ses salariés et ses bénévoles. Bon, alors le danger, c'est ce qu'on a répété tout au long de la conférence, c'est que voilà, il faut vraiment pas vouloir tout utiliser. Il faut d'abord faire un bon diagnostic de quels sont ses besoins et de quel temps on dispose pour s'y former et pour les utiliser.
Et tout l'enjeu, voilà, ça va être de sélectionner les outils les plus pertinents et se souvenir que c'est pas magique. Si jamais on a un problème de gouvernance, c'est pas avec un outil numérique de gouvernance qu'on va régler ces problèmes. Si on a des problèmes de compta, c'est pas en utilisant un outil en ligne qu'on va régler ces problèmes de compta. Donc voilà, il faut toujours se souvenir que c'est un outil, c'est un plus, mais c'est pas magique non plus. Eh bien, nous allons vous remercier pour vos propos et la qualité de cette conférence. Nous arrivons à la mi-temps de notre journée. Il est bientôt 13h. Nous avons un super buffet offert par la municipalité qui nous attend dans le hall, donc à partager ensemble. Quand je dis la mi-temps, c'est qu'à partir de 14h, 14h15, nous irons ensemble au pôle animation jeunesse pour continuer cette journée autour d'ateliers pratiques. Et vos applaudissements, merci beaucoup pour Grégoire et pour Geneviève. Je signalerai, parce que c'est vrai que c'est pas non plus fréquent et c'est pas toujours naturel, Grégoire et Geneviève ont été, au titre de leurs organisations AnimaFac et la Fonda, présents parmi nous de manière complètement collaborative et gratuite. Et donc pour cet échange de services, eux, comme toutes les associations qui vont être présentes parmi nous cet après-midi, c'est une journée qui a été à la fois, on va dire, co-construite et coproduite, et par beaucoup d'engagements bénévoles et militants de la part de tous les organisateurs qui sont présents autour de vous aujourd'hui. Donc profitez de cette heure qui arrive maintenant pour échanger ensemble, et à 14h, rendez-vous au pôle animation jeunesse. Vous suivrez le grand chef qui est là, Stéphane, qui en est le responsable. À tout de suite.